Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. C'est la chaîne de télévision de tous ceux qui sont épris de justice, qui sont épris justement de souveraineté sur le continent africain et du retour en dignité du continent noir. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Et comme en notre habitude, nous nous interrogeons racisme, hiérarchisation des êtres humains, la folie occidentale. Racisme, hiérarchisation des êtres humains, la folie occidentale. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Eh bien, on nous fait savoir que c'est à partir du XVIIIe siècle que les savants se mettent à classer les êtres humains en les hiérarchisant, des moins évolués aux plus évolués. Cette approche entraîne l'émergence d'un concept dont les conséquences seront dramatiques. L'existence d'espèces inférieures et supérieures, celle de l'homme étant évidemment anthropocentrisme oblige, supérieur à toutes. Dès lors, il faut préciser, le débat se déplace sur la question de l'ascendance de ce dernier et de sa proximité avec les grands singes. Dès le début du 19e siècle, la thèse polyphylétique, on va le dire comme ça, polyphylétique, qui rattache les populations humaines à différentes espèces de singes, excluant ainsi l'existence d'un ancêtre commun à tous les hommes, est soutenue par plusieurs, on va le dire comme ça, savants fous, pour qui il est inconcevable que toutes les races se valent. On parle bien sûr de la race blanche, jaune, rouge et surtout noire. La parution en 1859 puis en 1871 des livres du naturaliste anglais Charles Darwin marque un tournant confortant la théorie d'une ascendance simiesque de l'homme, en remettant en question le paradigme jusqu'alors dominant du créationnisme et de la théorie du déluge. L'évolutionnisme darwinien révolutionne, nous dit-on, le monde scientifique. L'impact de cette nouvelle théorie va être déterminant pour la reconnaissance de l'ancienneté de l'homme. La question de ses origines sera ardemment débattue durant la seconde moitié du 19e siècle. Puis, comme les hommes modernes, ils seront classés et hiérarchisés des inférieurs aux supérieurs. Où se classe donc finalement, ou alors où classe-t-on finalement la race noire? Oui, nous nous sommes rendus compte finalement que des siècles plus tard, et depuis d'ailleurs qu'on a découvert, nous dit-on, l'Amérique, l'homme noir a été classé comme la race inférieure, comme la race très proche de l'animal, et les autres races, on nous fait croire qui sont les meilleures races au-dessus justement de l'homme noir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Racisme, hiérarchisation des êtres humains, la folie occidentale, nous nous interrogeons. Mais pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gross, heureux de vous retrouver. J'espère que votre épouse va bien. Tout va pour le mieux. Voilà. Je voudrais saluer mes co-panélistes. J'écoute avec beaucoup de plaisir et d'humilité leurs prestations. Je voudrais les saluer pour leur apport pour l'émancipation des mentalités en Afrique et l'enrichissement des sources de connaissances nécessaires pour la vitalité intellectuelle du continent. Je voudrais saluer les techniciens de Panafricaniste TV, qu'on ne voit jamais, mais sans qui nous ne pouvons pas faire le travail. Du tout. Et je terminerai en saluant les milliers, les centaines de milliers d'affidés de Panafricaniste TV, et leur nombre ne cesse de grandir. Exact. Ce qui est très encourageant pour nous. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir encore ce matin, Président Badakani. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de Panafricaniste TV. Les partout, nous en partageons depuis des lustres, il faut le préciser d'ailleurs. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Oui, c'est un vieux combat. Un vieux combat. Les gens pensent que ça a commencé seulement avec le combat panafricaniste. Ça fait plus de 30 ans bientôt qu'on est ensemble. Qu'on est au front et qu'on inspire les mutations qui ont changé la face du Cameroun, maintenant de l'Afrique et du monde. Et du monde. En toute modestie. Toute modestie, vous le savez très bien. Et on aime justement ça, ce côté de vous. Quelqu'un me disait encore hier que vous étiez généreux intellectuellement.
Allez savoir. Racisme, hiérarchisation des êtres humains, la folie occidentale. Président Badakani, il fallait que je mette ce sujet sur la table. Depuis un certain temps, ça fait déjà quelques années aujourd'hui, depuis près de 4 à 5 années, on voit le racisme un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays maghrébins, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en fait, dans le monde entier, il y a une seule race qu'on a l'impression qu'elle est en danger, c'est la race noire. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est une question très compliquée. C'est une question très compliquée en même temps très accessible au regard de notre histoire. Au regard de notre histoire, qui pose sur la table la question du rapport de l'humain à l'humain. La question du rapport de l'humain à l'humain. De l'homme à l'homme. Et c'est la question fondamentale qui est au cœur du racisme. La figure du noir au centre de cette question, parce que c'est, on peut le dire, hein, moi je ne connais pas de traces de peuple dans l'histoire, on peut me démontrer qu'il y a eu des moments extrêmement tragiques pour les peuples qui ont risqué le génocide. C'est un fait. Et souvent, on ne les a pas génocidés, même parce qu'ils étaient qualifiés d'inférieurs. Oui. Certains peuples ont été génocidés parce que une conjoncture socio-économique a permis ça. Peut-être qu'ils étaient au centre d'une accumulation de richesses qui, pour leurs ennemis, n'était pas justifiable et acceptable. Peut-être qu'ils sont retrouvés au cœur de conflits géopolitiques extraordinaires et ils ont servi de bouc émissaire. Bref, il y a plusieurs raisons qui font de la tragédie dans l'histoire des peuples. Au niveau du racisme, quand je convoque le moment très sombre de l'histoire de l'humanité, par exemple, le génocide juif et tous les génocides qui ont peuplé la terre, la spécificité du noir, c'est que d'abord, on ne reconnaît pas son génocide qu'il a subi, puisqu'il est opprimé, puisque ceux qui l'oppriment justement, ce sont eux qui ont des juridictions pour mettre en instance la question du racisme et trancher. Oui. On ne va pas demander au bourreau de se condamner. Du tout. Mais il y a le fait que le racisme dont subit le noir est basé sur une conviction partagée dans le monde qu'il n'est pas un être humain. Il n'est pas un être humain. Parce que tu peux être inférieur à quelqu'un, mais il reconnaît ton humanité. C'est une chose. Hein? Oui. Mais nier ton humanité, dire que tu n'es pas un homme, c'est une autre chose. Et ça donne un caractère particulier à ce racisme-là. Le racisme noir, anti-noir, la reine du noir, la volonté de l'éliminer de la face de la terre, a une profondeur qui dépasse les cadres anthropologiques, les cadres historiques, même épistémologiques. Il faut aller très loin pour le comprendre. Je pense qu'il faut convoquer ici une dimension métaphysique, une dimension géospirituelle qui, à mon avis, seule peut expliquer, n'est-ce pas, la particularité de ce que subit l'homme noir depuis des millénaires. Donc, je suis en train de vouloir distinguer le sort de l'homme noir avec les autres peuples. Distinguer. Il y a une particularité dans l'affaire du noir. C'est-à-dire qu'il a subi l'esclavage pendant un temps long. Très long. Très long, on l'a mis en esclavage. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que ça n'a jamais cessé. Il y a eu des on peut dire qu'il y a eu des mutations dans les phases de l'esclavage, mais ça n'a jamais cessé. Si on prend l'esclavage arabo-musulman, dont on parle peu, sur lequel il faudra revenir. 12 siècles. Voilà, 12 siècles. Vous prenez l'esclavage occidental que nous avons subi, je crois que c'est près de 300 ans. Oui. Plus de 500. 500, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, quand vous prenez ces esclavages-là, on va se dire, OK, l'esclavage arabo-musulman, c'est terminé. L'esclavage occidental, c'est terminé. Alors, donc, maintenant, la question est résolue parce que maintenant, les Occidentaux ont reconnu que c'est un crime contre l'humanité
Mais c'est un crime qui n'a pas d'auteur, oui, alors que les autres crimes ont des auteurs. C'est bien désigné. Mais pour le noir, il n'y a pas d'auteur. Voilà encore une marque particulière qui me conforte dans le fait que je veuille spécifier la situation du noir. Je n'essentialise pas le noir, je ne suis pas dans ça. Mais la spécification de la situation du noir, de ce que le noir vit dans le monde, est encore renforcée par le fait que on a reconnu que c'était un crime contre l'humanité, l'esclavage, mais il n'y a pas d'auteur. On ne sait pas qui a fait le crime. On ne sait pas. Mais on dit qu'il y a crime contre l'humanité. Il y a crime contre l'humanité. 12 siècles d'esclavage arabo-musulman, près de 5 siècles d'esclavage occidental. On peut donc dire que c'est passé. Oui. Non, c'est pas passé. C'est jamais passé. C'est jamais passé. Dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce que le colonialisme? C'est quoi le colonialisme? C'est quoi? La trame qui était en dessous, ça a toujours été la négation de l'humanité de l'homme noir. Et sa négation de son humanité voulait dire nier tous les œuvres, tout son patrimoine, tout ce qu'il a produit durant son histoire. Donc ce n'est pas un être humain, donc il ne peut rien faire. Il n'a pas de culture, il n'a pas d'histoire, il n'a pas... Il n'a rien fait, puisqu'il n'est pas un être humain. Oui. Vous voyez ça? Donc, la colonisation, c'était ça. C'était ça. Mais on a maquillé ça. On a maquillé ça pour dire que non, la mission civilisatrice, la mise en valeur des colonies. On vient seulement chercher les matières premières. Vous êtes faible économiquement, vous êtes faible et vous ne pouvez pas faire face à ce type de compétition qu'on a appelé la colonisation, qui a opposé pour un temps les Occidentaux entre eux pour la conquête des colonies. Mais après la colonisation, il y a le néocolonialisme. C'était quoi le néocolonialisme? Mais on ne parle jamais là-dedans de racisme, de génocide, d'esclavage. Hein? Les mots ont changé. Mais c'était quoi en fait? C'était la continuité, la même chose qui continuait. Et d'ailleurs, pendant qu'on était en plein néocolonialisme, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il y avait les pays africains qui étaient indépendants, déjà indépendants, mais il y avait à côté un pays en Afrique qui niait l'humanité des Noirs en Afrique du Sud. Oui. On appelait ça l'apartheid. La cohabitation, la coexistence historique entre l'indépendance déclarée et formelle et la pratique, le vécu de l'apartheid pose sur la table la question de ce que l'esclavage a-t-il pris fin un jour? Jamais de la vie. Ce qui concerne le noir, jamais de la vie. Jusqu'aujourd'hui, on continue jusqu'aujourd'hui. Après, il y a la guerre froide, après la guerre froide, mondialisation. Mais c'est quoi la mondialisation? C'est la mise en esclavage des populations dans le monde, mais en particulier du noir. Puisque le noir, c'est-à-dire que c'est l'accumulation ininterrompue, je ne dis pas l'accumulation, l'accumulation, oui, cumulée, ininterrompue de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid, du néocolonialisme, de l'impérialisme, de la mondialisation et de la globalisation. C'est-à-dire que ces processus-là se sont succédés dans l'espace nègre et dans la vie du noir, n'est-ce pas, sur la base de ce qu'il n'est pas un être humain. Ce que je veux dire, vous comprenez? C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des inhibitions purement hypocrites, n'est-ce pas, il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer en public, mais la pratique, c'est-à-dire que les pratiques liées au racisme, le racisme, c'est-à-dire la négation du noir, ça se vit tous les jours. En France, d'abord, les États-Unis, c'est ça. C'est la plaie structurelle des États-Unis. C'est la plaie structurelle des États-Unis. Si vous enlevez cette plaie, si cette plaie-là guérit, les États-Unis ne sont plus les États-Unis. C'est une plaie inguérissable aux États-Unis. Parce que c'est-à-dire, j'ai envie de dire que c'est l'essence des États-Unis. C'est-à-dire la négation de l'humanité de l'homme noir. Qu'un président noir devienne président, le sort des Noirs s'empire sous son règne. Je parle d'Obama. C'est-à-dire que plus on vous présente des gens comme étant la preuve que non, vraiment, la situation a changé. Il y a eu les combats civiques, n'est-ce pas, des lois ont été votées, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que toutes ces choses-là ont empiré la situation du noir. Non, ce n'est pas les combats civiques qui ont empiré. Je veux dire que les combats civiques, plus on avançait, plus les gens sophistiquaient, n'est-ce pas, l'esclavage, le racisme, les mécanismes, n'est-ce pas, qui structurent le racisme, plus on les sophistiquait, on les rendait invisibles. Et le but était d'arriver à une inversion du discours pour démontrer que non, nous ne sommes plus des racistes, c'est que les Noirs sont maudits.
Nous ne sommes plus racistes. Nous, la société était raciste. Ils sont maudits. Regardez leur sort. Hein? Ils sont dans un pays comme les États-Unis, où on a tout pour réussir. Mais ils sont les derniers, ceux qui sont dans la drogue, dans tous les trafics. Bref, ils sont dans tous les maux qui font honte à l'humanité. Donc ils sont pas les humanités, ils sont pas les êtres humains. Parce que nous, on a fini, oui, on a été racistes, on a reconnu. On a voté les lois, n'est-ce pas? Oui. Nous avons pris en compte les combats civils, nous avons réhabilité Martin Luther King, nous avons réhabilité Mandela. Bref, nous avons voté des lois partout. Il y a des autorités qui luttent contre le racisme. Il y a des institutions qui sont chez nous qui luttent contre le racisme. Il y a des défenseurs du droit partout. Donc, c'est fini ça. Nous, on n'est plus dedans. Mais, c'est vous qui êtes maudits. Autrement dit, on avait raison d'être raciste. Parce que même quand c'est normal, vous n'apportez rien au monde. Vous êtes les derniers dans le monde. Au stade où vous êtes les derniers. Dans vos pays, les pays africains sont les derniers dans l'échelle de l'humanité, en termes de performance économique, en termes de dignité politique. Vous êtes les derniers. Donc on a raison d'être raciste. C'est-à-dire, votre situation actuelle conforte le racisme. On avait raison, on avait vu juste. Donc c'est ça le problème. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que vous voyez très bien que il faut traquer ça profondément pour démontrer que non, ça n'a jamais cessé. Le racisme a nourri l'esclavage, il a justifié philosophiquement, spirituellement, il a masqué, les marxistes disent que non, c'est pour masquer le brigandage économique. Non, non, c'est pas vrai. Il y a l'aspect brigandage économique, mais il y a l'idée que le noir est un être inférieur, c'est pas un être humain. Il n'est pas dans la catégorie de l'être humain. C'est ce qui va justifier la violence des processus génocidaires dont il a subi, la violence des stratégies et mécanismes pour l'exterminer, la violence avec laquelle on l'a dépossédé de tout, de ses terres, de son nom, de sa mémoire, de son patrimoine, de ses pratiques spirituelles et religieuses. Ouais. C'est-à-dire, cette violence-là, cette méga-violence est portée par une pulsion. Une pulsion, il y a une pulsion essentielle aux racistes, en particulier aux racistes occidentaux. C'est une pulsion que seule la volonté de dominer l'économie peut expliquer. Non. Ce n'est pas la volonté seulement de dominer qui peut expliquer ça. Cette pulsion, de mon point de vue, est à rechercher dans le rapport de l'humain à l'humain. Dès le départ, de mon point de vue, il y a, moi je ne vais pas rester dans les définitions classiques que tout le monde connaît, mais dès le départ, je pense qu'il y a un conflit fondamental, il y a un conflit primordial, n'est-ce pas, entre l'humain et l'humain. Je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire que si on admet que l'homme noir est le premier être, n'est-ce pas, qui a vécu sur cette terre, est l'Afrique berceau de l'humanité, l'homme noir, premier être humain, n'est-ce pas, à vivre sur la terre, il faut remonter à ce moment-là pour savoir ce qui s'est passé. Et vous allez voir que c'est un conflit métaphysique, c'est un conflit géospirituel de haut niveau. C'est-à-dire qui est lié au fait que l'un ne peut vivre sans l'autre. Il y a un autre humain qui ne peut pas vivre s'il n'extermine pas l'autre. Et malheureusement, le noir est dans la position de celui qu'on doit exterminer. Maintenant, le problème, c'est de savoir si... quand je dis l'humain contre humain, je vais aller loin, hein, je veux dire que je vais me démarquer de la définition classique. C'est-à-dire que le premier humain noir qui était sur Terre avait en face de lui le noir, puisque le noir est le premier habitant de la Terre, non? Exactement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a été confronté au noir. Vous comprenez? Donc vous voyez très bien là où ils sont en train de partir. Oui. C'est-à-dire que la reine du noir, la volonté de l'exterminer, comment je veux dire ça? C'est-à-dire que si, à l'époque, le noir n'avait pas pour objectif d'exterminer l'autre noir, c'est un de leurs premiers actes de l'humanité, oui. L'exterminer, de l'effacer, il faut quand même partir de là, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui va se développer ensuite, après. C'est-à-dire la volonté d'avoir de nier l'humanité de l'homme noir et de l'effacer de la face de la terre. Et je dis bien que, pour bien comprendre ça, il faut croiser l'anthropologie, l'histoire, la génétique, la sociologie, il faut croiser tout ça avec, n'est-ce pas, la métaphysique, pour comprendre de quoi il s'agit. Et il n'y a pas une autre raison, n'est-ce pas, de mon point de vue, qui puisse expliquer le fait que une bonne partie de l'humanité se croit, n'est-ce pas, croit que pour être en paix, il faut que le noir disparaisse de la terre.
de profondeur remonte à ce niveau-là. Quand j'ai fini de dire ça, il faut aussi quand même regarder, aussi, n'est-ce pas, cette violence du noir à l'égard de son frère. Est-ce qu'on peut seulement expliquer ça par le fait que il a été complètement transformé? Nous sommes là pour rechercher les ressorts loin. Bon, ça c'est l'autre débat, c'est pas le racisme, hein? Oui. Pas de mélange. Donc, restons au niveau du racisme. Donc, vous voyez très bien que, mon cher Jocelyn Gosse, les différents mots que nous avons suivis, les différentes catastrophes qui sont abattues sur nous, je suis en train de dire, sont des catastrophes qui sont basées sur un présupposé raciste. Nous ne sommes pas des êtres humains. Donc, on peut tout nous faire. Ce n'est même pas un péché de le faire. Ce n'est pas un mal. On ne risque rien quand on nous fait ça. Parce que, est-ce que nous sommes des êtres humains? On l'a fait depuis longtemps, donc forcément, il n'y a pas de risque à continuer à le faire. Il n'y a pas de risque au départ, comme ça. Maintenant, il n'y a pas de risque à le faire. On n'a jamais jugé les gens pour l'esclavage. Ce n'est qu'un crime contre l'humanité. D'abord, il n'y a pas d'auteur. On n'a jamais jugé les gens contre le colonialisme. D'ailleurs, c'était un bienfait. C'était un bienfait. C'était pour nous civiliser. On n'a jamais jugé les gens pour le néocolonialisme. C'était dû à notre faute. D'ailleurs, on a inventé des théories comme le post-colonialisme pour dire que non, vraiment, la colonisation s'est terminée et que depuis les indépendants, les Africains sont des incapables. Donc, il ne faut même pas débattre sur... Ça, c'est les Achille Mbembe et les autres. Il ne faut même pas débattre sur les accords secrets de coopération, sur le franc CFA, les choses comme ça. Non, il ne faut pas... Post-colonialisme, c'est oublié. Hein? On va aux États-Unis, on récupère les débris, n'est-ce pas, des insuffisances intellectuelles américaines en ce qui concerne l'Afrique. On reprend ça et on vient sur le continent avec les théories du post-colonialisme. Vous voyez comment ça veut dire qu'il n'y a pas un souci par rapport à ça. Parce que, évidemment, on ne court aucun risque. Alors, cette impunité mondiale, qui est la chose la mieux partagée, si, à propos des crimes que l'Afrique a subi Ngoz, vous êtes là au cœur du racisme. J'ai dit que les sont les définitions classiques. Je vous comprends parfaitement. Parce que c'est connu là, c'est connu. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut introduire. C'est-à-dire que cette impunité mondiale sur ce que l'Afrique a subi, la banalisation des tragédies qu'on a infligées à l'homme noir, cette banalisation, il faut traquer ça pour comprendre quels sont les ressorts de ce racisme-là. C'est-à-dire que pourquoi des gens qui n'acceptent pas d'abord, qui ne peuvent pas rester, qui n'acceptent pas de subir ce qu'ils font subir à l'homme africain, pourquoi ces gens-là sont très à l'aise quand ils nous font subir ça, quand ils font subir ça à l'homme noir. Allez en Chine, allez partout, vous allez voir ça. Personne n'y échappe. Sauf, il faut être honnête, hein, les Russes dans une certaine mesure. Je vous dis, c'est pas parce qu'on va dire, oh, par exemple, Malakani, c'est un pro-russe. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Je donne des faits. Vous allez en Asie, un des rares endroits où les Noirs respirent un peu, c'est en Russie, parce qu'il y a les Noirs là-bas en Russie. Oui, il y a une bonne souche de Noirs là-bas en Russie. C'est-à-dire que, comme problème qualifié d'autochtones, hein, c'est des autochtones. Oui, en Russie. Voilà, en Russie. Donc, on met ça partout dans le monde. Il y a ce compromis, il y a ce consensus que le noir, bon, on tolère son existence. Bon, il y a des lois quand même, c'est pas bon de dire ouvertement. C'est qu'on disait il y a 100 ans, il y a 50 ans, de lui. Il n'est pas un être humain, c'est un sauvage. C'est pas bon de dire ça maintenant. C'est-à-dire la civilisation ne dit pas dire ça. Bon, on tolère son existence. C'est-à-dire qu'il est un être humain toléré. D'abord, il est humain c'est-à-dire que c'est un cadeau qu'on lui a fait. Bon, on a pitié de lui, faisons-lui un cadeau, appelons-le humain. Mais le soir, quand on se retrouve dans nos endroits, on nous l'appelle. Ce n'est pas un être humain, on n'attend pas seulement le soir. Le comportement au quotidien, on peut le lasser, on peut le fouetter. Il peut subir des fessées collectives. On peut le déshabiller, on peut le violer, on peut pisser sur lui, on peut le massacrer comme on veut. Ça, c'est la pratique au quotidien. Et ceux qui le font sont impunis, rien ne leur arrive. Allez aux États-Unis, allez en Chine, allez au Maghreb ici. Vous allez voir ça. Hein? C'est-à-dire que ce qui se passe à la frontière de la Méditerranée, là, le Maroc, l'Espagne, n'est-ce pas, et de l'autre côté en Europe, ben c'est grave. C'est-à-dire que jamais on a été aussi loin pour nier l'humanité des gens, mais mettre ça en pratique. C'est-à-dire que les gens disparaissent dans la Méditerranée.
Genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit là-bas, il n'y a pas. On les tue au survêtu. Aux frontières marocaines, n'est-ce pas? Melilla, machin et consorts, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de règles. On ne les connaît pas, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de visage, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'ils vivent, qu'ils meurent, ce n'est pas un problème, puisqu'on ne les connaît pas, le Slingos. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut bien comprendre comment. Alors qu'on nous bourre les oreilles avec les avancées qu'il y a eu en termes, sur le plan de la loi, sur le plan de la morale, sur le plan des institutions qui sont censées lutter contre le racisme et témoigner que le monde du 20e, 21e siècle a oublié, a réglé cette affaire. Il faut voir le décalage qu'il y a entre le problème que pose l'existence de toute cette légalité mondiale, internationale, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit partout, et la réalité. Cette réalité-là. Vous allez en France, mais le noir vaut quoi en France? Qu'est-ce qu'il vaut en France? Pourtant, c'est le pays des Lumières. C'est-à-dire que le choc entre la lumière et cette lumière qui, pour la lumière, doit invisibiliser l'homme noir. C'est-à-dire que les lumières françaises, par exemple, doivent invisibiliser l'homme noir. C'est-à-dire que pour que l'homme noir respire en France, il doit cesser d'être noir, s'assimiler à un niveau extrême pour devenir français. C'est-à-dire la dimension de vouloir, c'est-à-dire la volonté de l'assimiler là, c'est du racisme, Jocelyn. Raffiné. Parce que les mêmes gens, quand ils viennent en Afrique, ils n'ont pas ce problème. Il n'y a pas de problème d'assimilation en Afrique. Il n'y a même pas de débat. On est tellement généreux ici qu'il n'y a même pas. En tout cas, ils sont chez eux, en tout cas. Ils sont chez eux. Vous allez aux États-Unis. La question des Noirs, c'est qu'ils vivent à des niveaux extrêmes. À l'heure actuelle, les gens ne le savent pas. Il y a un phénomène aux États-Unis où, ce phénomène, on l'observe depuis au moins 30 ans, hein, 40 ans, même plus. Hein. C'est-à-dire que des Noirs, beaucoup de Noirs, quand ils vont en retraite, ils meurent aussitôt. Ils ont travaillé toute leur vie. Hein. Dès qu'ils vont en retraite, ils meurent. C'est-à-dire, finalement, ils travaillent et ne jouissent pas de la retraite. Est-ce que cela comporte comme droit? Oui. Bon, on observe ça. Bon, on n'a pas besoin de venir les massacrer comme on faisait à l'époque comment on appelle ça? Tousla. Oui, Tousla, le massacre de Tousla. Tousla, comment on faisait à l'époque de la lutte des droits civiques. On n'a pas besoin d'un Ku Klux Klan aussi sauvage, même s'il y en a aujourd'hui sur les formes nouvelles. Il suffit de s'arranger pour qu'ils meurent tous après avoir travaillé. Ils meurent. Dès qu'il fait ce travail, il ne fait pas 2 ans, il meurt. Il ne consomme pas ses droits. Allez étudier ce phénomène-là. Vous croyez que c'est quoi? Mais, alors, comme ce n'est pas très accessible pour d'aller traquer les ressorts d'une pareille discrimination objective, socio-économique, ben, on peut se vanter tous les jours, dire que l'Amérique, c'est un état de droit, n'est-ce pas? Dès que, d'abord, ici, on est un pays cosmopolite, n'est-ce pas? Tout le monde est chez lui ici. Ça, c'était du passé. On n'est plus là. C'est ça le problème. Vous voyez comment le racisme est tellement profond que plus on lutte contre lui, plus il renaît. Il renaît de ses centres. Mais parce qu'il est entretenu par quelque chose de plus fondamental qu'on imagine. Je suis en train de vous le dire. Le rapport de l'humain à l'autre humain. Et cet humain-là, c'est le noir. On dit que c'est le noir. Qu'est-ce que le noir a fait? Bon, alors il faut, à la limite, à force de rappeler ça, à force de structurer ce crime le plus long de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est justement le plus long crime de l'histoire de l'humanité. À force de le structurer, ben, ça produit l'effet inverse. Et si on haïssait l'homme noir parce qu'il était supérieur? J'allais vous poser justement la question. Alors, sur le plan scientifique, il faut éviter ça parce que scientifiquement, il y a des ghettos, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. On va vous lapider. On dit, oh, c'est pas l'intellectuel, c'est pas. Mais on peut poser la question. C'est-à-dire qu'au regard de tout ce que je viens de développer, ben, ce crime le plus long là, qui est couvert par le voile de l'impunité, et le consensus mondial, n'est-ce pas, sur le fait que le sort là, c'est le sort qu'il mérite, est-ce qu'on peut inverser la réflexion? Et si c'est parce que le noir a quelque chose que d'autres n'ont pas? Est-ce que il y a la possibilité d'une communauté de destin au niveau de l'humanité dans son ensemble? Est possible si on n'aborde pas la question comme ça? C'est-à-dire que pourquoi
a dit, pourquoi on déteste l'homme noir? C'est pas parce que toutes les raisons qu'on a évoquées ne tiennent pas debout. On a nié qu'il avait une histoire. Il a une histoire. C'est lui qui a l'histoire de l'humanité, le moi de l'humanité. On a dit qu'il n'y a pas de civilisation. Il a civilisé tout le monde. On a dit qu'il n'y a pas de culture. Il n'en a que tout le monde. C'est-à-dire, tout ce qu'on a mis en avant pour justifier son infériorité ne tient pas. C'est-à-dire, tout ce qui a été mis en avant, ça ne tient pas. Mais si tout ça ne tient pas, mais quelle est la raison pour laquelle on le déteste alors? Sûrement parce qu'il est supérieur. Moi, je me réponds tout de suite. Mais bon, qu'est-ce qui est dans le fond de ça? La culture, la science, l'intelligence. Oui, mais quel est le contenu de cette supériorité? Tu vois pourquoi je vous dis qu'il faut remonter à des dimensions métaphysiques pour comprendre cette affaire. Parce que quand vous étudiez la civilisation égyptienne, l'Égypte antique, et d'autres foyers de civilisations africaines qui ont foisonné ici et là, l'Africain a élevé très loin la réflexion sur le sort de l'humain. L'Africain a été le premier à poser de manière civilisationnelle, c'est-à-dire vécu, que notre corps, c'est une enveloppe qui contient notre esprit. Et que le souverain bien, c'est de vivre sur terre de manière à ce que, quand l'enveloppe va disparaître, nous soyons puissants sur le plan de l'esprit, pour continuer l'aventure du cosmos, l'aventure de la vie. C'est le premier à élaborer ça. Et c'était ça la science avant. On appelait ça la science des mystères. Oui. Et tout ce qui est venu après ne sont que des dégénérescences. Donc cette science des mystères a développé des choses extraordinaires. Les pyramides sont le dernier témoin de la supériorité extraordinaire de ce qu'ont fait nos ancêtres, ce que l'homme noir a fait à l'époque. Donc, quand je parle de métaphysique, je suis en train de convoquer ça pour dire que les pyramides témoignent que, en termes de génie civilisationnel, personne n'a fait mieux. Puisque avec tous les moyens technologiques de l'homme moderne, il n'arrive pas, il ne peut pas faire les pyramides. Oui. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous avons initié tout le monde à la civilisation. Mais qu'est-ce qui a fait le génie d'un pareil peuple? Il faut admettre que ce peuple-là a été le plus proche possible, pour ne pas dire celui qui a connu profondément le Créateur. Est-ce que par hasard, cette proximité, restons là, à ce niveau-là, cette proximité, n'est-ce pas? Oui, cette proximité, n'est-ce pas, avec le Créateur, je pose la question, est-ce que ça n'explique pas ce qu'il a subi? S'il n'y a pas d'explication. Est-ce que ceux qui sont venus après, est-ce que les autres peuples, au niveau de leur fondation métaphysique, au niveau de leur fondation cosmico-métaphysique, n'ont pas un problème particulier avec nous, avec l'homme noir? Qu'est-ce que c'est ce problème? Je pense qu'il faut aller en profondeur pour comprendre pourquoi il y a un problème noir dans le monde. Je ne suis pas, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui essentialise l'être humain. Mais la loi phénotypale, la loi de phénotype, la peau c'est noire. On ne peut pas nier les tragédies qu'il a vécues parce qu'il était noir. Non, on parle de là. Oui. Il ne faut pas seulement dire que bon, okay, la race n'existe pas sur le plan scientifique et spirituel. Oui, tout le monde connaît ça. Mais il y a un problème, c'est que la peau c'est là, noire c'est là. Elle a un problème sur la terre du fait justement de son apparence phénotypale. Il est noir. Et il subit des choses parce qu'il est noir. On ne peut pas éviter ça sur le plan historique, et quand c'est vécu sur le plan historique, maintenant on va rechercher les causes plus loin. Donc, tout ça pour dire quoi, Jocelyn? Pour dire que vous parlez de folie occidentale, oui. Et là, ça rejoint mon développement, la convocation des aspects métaphysiques de la question. La folie occidentale. On peut convoquer les mythes occidentaux et tout leur parcours démontre que toute leur fondation métaphysique démontre que pour s'affirmer, il faut qu'ils tuent Dieu. Pour s'affirmer, ils doivent détruire, ils doivent nier Dieu. Dieu est mort. Oui, c'est ça l'affirmation de l'Occident. Que ce soit avec Prométhée, que ce soit au niveau de Descartes, Nietzsche, toute leur fondation, l'affirmation de la liberté de type occidental consiste d'abord à tuer Dieu, à le nier. Bon, alors si on peut nier Dieu, si une philosophie fondamentale, si la matrice civilisationnelle qui engendre une civilisation
pose qu'il faut tuer Dieu et que la manifestation de cette philosophie se traduit par la destruction du noir, par le fait qu'on nie l'humanité du noir, ben, il y a un pas qu'on peut franchir. On peut franchir. C'est-à-dire que si on ne tue pas Dieu, si la fondation métaphysique n'était pas de tuer Dieu, est-ce qu'il y aurait une telle relation envers le noir? Nous posons des questions fondamentales. Si la matrice cosmogonico-civilisationnelle occidentale admettait qu'on ne tue pas Dieu et qu'il n'y a pas de Prométhée, est-ce que nous sommes sûrs que le rapport entre l'Occident et le noir aurait été serait ce que nous voyons? Nous posons la question. Nous posons la question. Alors, est-ce que nous ne sommes pas... Est-ce que en nous... Est-ce qu'il ne voit pas Dieu en nous? Est-ce que le Dieu qu'il est tant là, est-ce qu'il ne le voit pas en nous? Qu'il veut le voir mourir. Vous entendez où je parle. J'ai dit que j'ai laissé les définitions classiques du phénomène de racisme. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. On connaît. Mais je suis en train d'aborder ça sur l'espace. C'est-à-dire que si on part du principe que Prométhée arrache le feu, le feu de Dieu, et que dans toute leur mythologie, partout, même leur conception scientifique, c'est qu'il faut tuer Dieu pour être libre. Bon. Et comme nous, on ne voit pas Dieu, personne ne voit Dieu, on voit Dieu par les humains, le fait de nous tuer comme ils font là, le fait de nier notre humanité, de le nier et de le pratiquer, et sur un temps aussi long. C'est parce qu'ils voient Dieu en nous. La question est posée. La question est posée. Est-ce qu'on ne renvoie pas cette face divine qu'ils ne veulent pas voir pour résister? Bon, à ce moment-là, vous voyez que la question est profonde. C'est une lutte, elle est profonde. Le racisme contre l'homme noir, les fondations sont profondes. Je vous ai parlé de ce consensus mondial, en mettant de côté un peu les Russes, parce que c'est la vérité historique, on ne les connaît pas. S'il y a un endroit où ils sont un peu en paix, c'est en Russie, où ils sont des autochtones. Le professeur Bellet connaît très bien ces choses-là. Donc, le consensus mondial là peut s'expliquer comment? Où on banalise tous les crimes que le noir vit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les mêmes peuples qui luttent pour un monde meilleur n'intègrent pas que le monde meilleur là, il peut être meilleur que si le rapport à l'homme noir est soldé en termes de justice. Est soldé. C'est-à-dire que vous prenez les Chinois, vous prenez les Japonais, vous prenez nos frères arabes qui sont là. Hein? Il y a ce problème-là. Alors, il y a un débat qui est, c'est-à-dire que, on va dire, il y a l'esclavage en Mauritanie. Non, il faut arrêter ça. En Mauritanie, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Il faut pas confondre des choses comme ça. C'est pas la même chose. On ne peut pas aussi convoquer la violence de l'homme noir contre le noir pour justifier ce qu'on fait subir aux Africains. Parce que, comme je l'ai dit, le principe qui est à la base, c'est qu'on nie l'humanité de l'homme noir. Oui. Il faudra donc démontrer que les Africains, les Noirs, qui maltraitent les Noirs, ont auparavant nié leur humanité et l'ont systématisé pour le mettre en pratique comme mode de vie, comme modèle économique, comme modèle culturel et même comme modèle spirituel. Si on me démontre ça, alors on peut le discuter. Mais on ne peut pas me démontrer ça. On ne peut pas me démontrer ça. Ça n'existe pas. C'est faux. Il ne faut pas prendre les inégalités, une espèce de sclérose d'organisation sociale et de déformation des hiérarchies sociales, plus ou moins justifiées, et venir mettre ça sur la table du racisme, avec tout ce que cela comporte. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce phénomène-là, il est spécifique. C'est-à-dire qu'il faut le traiter de manière particulière. Je suis en train de vous dire, par exemple, un pays comme la France, il y a une femme qu'on appelle Toby, là, qui se vantait, dit que c'est elle qui a l'origine. On vote une loi, on est d'accord, on dit que, ok, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Mais rapidement, on s'empresse de dire, ça n'a pas d'auteur. Mais pourtant, on sait qu'ils l'ont pratiqué. On sait qui a pratiqué l'esclavage. À qui s'est enrichi. Et comment ils se sont arrangés pour solder l'affaire. C'est-à-dire que quand on mettait fin à l'esclavage, on payait les gens. On payait les gens parce qu'ils payaient les esclaves. On les indemnisait. Mais tous les faits sont là.
Jocelyn-Gosse, tous les faits sont là. Comment ça a été systématisé, comment on a pensé, on a élaboré, on a créé le matériel, les outils pour traquer le noir, le maîtriser dans le bateau, la manière de dormir dans le bateau, de se positionner, la manière de l'aligner supposait une technologie, c'est-à-dire une technologie pour que ça marche. Jusque dans les plantations d'esclaves, comment c'était, il y avait un ordre esclavagiste, avec des institutions, un maintien de l'ordre, tout ce que vous pouvez imaginer, des châtiments, des crimes, des châtiments. Et tous les viols, tous les droits, d'abord, il n'était pas un être humain, donc il n'avait aucun droit. Donc tout ça, il y a des traces, c'est consigné dans les documents. Mais on nous dit quand même qu'il n'y a pas d'auteur pour ce crime-là. Et le pays qui le fait, c'est le pays des Lumières. Pareil aux États-Unis, partout dans le monde. Mais comment des gens peuvent créer des tribunaux, des tribunaux internationaux, créer des juridictions internationales? Parce que créer une juridiction, mon cher gosse, signifie d'abord une philosophie de la juridiction. Ça veut dire qu'on pense à la juridiction. C'est-à-dire qu'il faut une philosophie qui va justifier la juridiction. Mais comment on peut arriver à ce niveau? Et on fait le silence sur la question de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il faut renouveler le débat sur la question. Au niveau, moi, je suis en train de partir là. On aura le temps de... C'est-à-dire que sur les structures mondiales qui sont censées distiller une justice universelle et mondiale, au niveau de la Charte des Nations Unies, où il y a une pareille charte, et l'ONU, ils dorment tranquille là-bas, alors que la question n'est pas réglée. Ils dorment tranquille alors qu'on considère que l'esclavage, c'est pas un crime contre l'humanité, personne n'est responsable de ça. Et puis, tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui, en termes de dépossession, en termes de crimes, de viols, de tout ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, on fait comme si il n'y a rien, quoi. Donc, il faut interroger ça pour comprendre, n'est-ce pas, quels sont les visages aujourd'hui du racisme. On va arriver vers un racisme invisible. D'ailleurs, il y a une mutation dans le champ. Maintenant, quand on voit l'avancement du projet mondialiste, ben, on est passé à un niveau plus élevé maintenant, c'est la disparition de l'espèce humaine. Alors, comment articuler le racisme et la disparition de l'espèce humaine? C'est-à-dire que c'est deux enjeux qui sont liés. Mais l'un peut effacer l'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de vouloir le faire disparaître, c'est le niveau malthusianisme, hein, à son niveau le plus élaboré. Et le coronavirus a été... comment on dit ça? C'est le miroir par excellence où on voit ça, où on regarde, on voit. C'est vrai, ça continue. Maintenant, ils vont très loin maintenant. Manger, boire, se soigner devient des actes de répression politique. C'est-à-dire que quand tu manges là, tu es en danger. Parce que celui qui te sert à manger, la traçabilité de ton repas, tu comprendras qu'en fait, on est en train de te tuer. On est en train de te détruire. Parce qu'il y a un projet. Si on rate avec les vaccins, il faut réussir avec d'autres types d'instruments qui vont jouer le rôle du VAR. On y est, on mange la nourriture, l'eau qu'on boit, même l'air qu'on respire. Ouais, tout ça, on étouffe là, on nous étouffe. On nous étouffe parce qu'il faut tuer, il faut diminuer la population de la planète. On ne cache même plus. Moi, j'ai réuni une documentation à ce niveau-là. On a fait des débats, on a des preuves de tout ça. Dans des lieux secrets, dans des stratégies, dans les plans américains de sécurité, ou Kissinger, on a le document. Totalement. Où l'Amérique, dans les années 70, estime que la dépopulation mondiale relève de la sécurité nationale américaine. C'est écrit. Donc, c'est un pays, c'est la démarche d'un État. D'un État, ça démarre d'un État. Donc vous voyez très bien que le lien qu'il y a entre la disparition de l'espèce humaine, comme étant le stade suprême des esclavagistes, qui après avoir esclavagisé, colonisé, néocolonisé, mondialisé, globalisé, arrive maintenant à un niveau que il faut effacer l'espèce humaine de la Terre. Mais qui gagne? Quel est le père d'un pareil projet? Bon, les fumisteries de Darwin, là, et ça sent de l'évolution, ça fait sourire les gens. Lui-même, il avait le nier ça avant sa mort. Vous comprenez? Les théories scientifico-matérialistes, c'est-à-dire qui disent que la science n'a de salut qu'en guerre contre Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mêler Dieu dans la science. Ça fait rire tout le monde aujourd'hui. La physique quantique est en train de mettre tout ça à terre. Donc, si nous posons la question de savoir quel est le père d'un pareil projet? Et le père, là, on nous l'a désigné. Et ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un d'important dans la galaxie mondialiste, dans la galaxie des criminels. Il s'appelle Macron. Il nous a dit qu'il s'appelle la bête de l'événement.
Et qu'elle arrive. Et les jeunes doivent le savoir. Eh bien, écoutez bien. Donc, le père d'un pareil projet s'appelle la bête de l'événement. De l'événement. Mais si vous donc, si on parle de ce principe, n'est-ce pas, ces aveux qui sont faits à Mondovision, si le père des esclavagistes, si le père des racistes, si le père de tous ces esclavagistes qui se sont déguisés en colonisateurs, en néocolonisateur, en mondialisateur, en globalisateur, si le père s'appelle la bête de l'événement, c'est-à-dire Satan, dans une autre forme d'appellation, vous ne comprenez pas d'où vient le racisme. Nous avons la réponse. Le racisme a pour père la bête de l'événement. Et ses fils mettent en œuvre la doctrine que leur père leur a appris, à savoir haïr le type là. Il faut haïr l'homme là. Parce que ce qui représente l'homme noir là, ce qu'il représente dans son originalité, ce qu'il représente est inacceptable pour nous. Donc ce n'est pas une affaire de l'économie. Du tout. C'est une affaire métaphysique, c'est plus profond. Mais ils ont déjà perdu la bataille. Et ils l'ont déjà perdu depuis belle lurette. Merci à vous, président Badakali, d'avoir été ce matin avec nous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.